21 décembre 1945. Dans un hôpital militaire d'Heidelberg, en Allemagne, l'un des généraux les plus célèbres et controversés de la Seconde Guerre mondiale a rendu son dernier souffle. George Smith Patton Jr., l'homme dont le nom avait semé la terreur au cœur de l'Allemagne nazie, le commandant qui avait mené sa 3e armée à travers l'Europe dans un élan de gloire, était mort à seulement 60 ans. La cause officielle, un accident de voiture tragique suivi de complications. Mais dans les décennies qui suivirent, des murmures évoquant quelque chose de bien plus sinistre commencèrent à circuler. Le général le plus célèbre d'Amérique a-t-il été victime d'une collision routière banale ou a-t-il été réduit au silence par ceux qui trouvaient ses opinions trop dangereuses pour être tolérées? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'un des mystères les plus durables de la Seconde Guerre mondiale. Nous examinerons les faits, explorerons les théories et tenterons de séparer la vérité de la fiction dans l'étrange affaire de la mort du général George S. Patton. Pour comprendre pourquoi les théories du complot sur la mort de Patton persistent depuis près de 8 décennies, il faut d'abord comprendre qui était George S. Patton et pourquoi il comptait tant. George Smith Patton Jr. est né en 1885 dans une famille aux profondes racines militaires. Dès l'enfance, il rêvait de gloire militaire et il poursuivit ce rêve avec une intensité qui définirait toute sa vie. Il fréquenta brièvement l'Institut militaire de Virginie avant de rejoindre West Point, où il obtint son diplôme en 1909. Même à cette époque, Patton se distinguait non seulement par ses aptitudes militaires, mais aussi par sa conviction absolue qu'il était destiné à la grandeur. Patton participa à la Première Guerre mondiale, commandant des chars dans le nouveau corps de chars. Il fut blessé lors de l'offensive Meuse-Argonne, mais se rétablit et poursuivit sa carrière militaire pendant l'entre-deux-guerres. Au moment où la Seconde Guerre mondiale éclata, Patton avait passé des décennies à étudier la guerre, en particulier la guerre mécanisée mobile qui allait définir le conflit. Lorsque l'Amérique entra dans la Seconde Guerre mondiale, Patton était prêt. Il commanda d'abord les troupes américaines au combat pendant l'opération Torch, les débarquements alliés en Afrique du Nord française, en novembre 1942. Sa performance fut suffisamment impressionnante pour lui valoir le commandement de la 7e armée pour l'invasion de la Sicile en juillet 1943. Mais c'est son commandement de la 3e armée, d'août 1944 jusqu'à la fin de la guerre, qui allait cimenter son statut légendaire. La 3e armée de Patton balaya la France avec une rapidité époustouflante. Ses chars s'enfoncèrent profondément en territoire ennemi, exploitant les percées, encerclant les forces allemandes et maintenant un tempo agressif que l'ennemi ne pouvait égaler. Pendant la bataille des Ardennes en décembre 1944, Patton réalisa ce que beaucoup pensaient impossible: faire pivoter rapidement toute son armée à 90 degrés vers le nord pour soulager la ville assiégée de Bastogne. Ce fut un chef-d'œuvre de logistique militaire et de leadership. À la fin de la guerre, la 3e armée de Patton avait avancé plus loin et plus vite que toute autre armée alliée sur le théâtre européen. Ils avaient capturé plus de 750 000 soldats ennemis et infligé des pertes dévastatrices aux forces allemandes. Patton lui-même était devenu un nom familier, non seulement en Amérique mais dans le monde entier. Ses revolvers à crosse de nacre, son sabre de cavalerie à poignée d'ivoire, son casque hautement poli et ses bottes de cavalier devinrent tous des symboles emblématiques de la puissance militaire américaine. Mais Patton était aussi profondément controversé. Son style de commandement était agressif jusqu'à la témérité. Son langage était ordurier, même pour les standards militaires, et ses opinions, qu'il exprimait librement et publiquement, lui valèrent souvent des ennuis avec ses supérieurs et la presse. Malgré tout son génie sur le champ de bataille, George S. Patton était un cauchemar en matière de relations publiques. Maintes et maintes fois pendant la guerre, ses actions et ses paroles créèrent des scandales qui menacèrent de faire dérailler sa carrière et d'embarrasser la cause alliée. Le premier incident majeur eut lieu en juin 1943, juste avant l'invasion de la Sicile. Dans un discours à ses troupes, Patton donna un ordre illégal qui aurait des conséquences horribles. Il dit à ses hommes de ne pas faire de prisonniers. On débat encore pour savoir s'il le pensait littéralement ou s'il essayait simplement de motiver ses troupes par des paroles musclées. Mais le résultat fut clair. Après la capture de l'aérodrome de Biscari,
des soldats américains exécutèrent froidement 73 prisonniers de guerre italiens. 2 soldats furent traduits en cour martiale pour ces crimes de guerre, mais l'ordre de Patton avait créé une situation impossible pour le commandement allié. Le général le plus célèbre d'Amérique avait effectivement sanctionné un meurtre. Pour protéger à la fois la réputation de Patton et l'image de l'armée américaine, l'enquête sur le rôle de Patton fut discrètement classée sans suite, sur ordre du général Omar Bradley, son supérieur. Toute l'affaire fut étouffée, mais ce ne serait pas la dernière fois que le jugement de Patton serait remis en question. Quelques semaines plus tard survint l'incident qui faillit mettre fin à la carrière de Patton. Les tristement célèbres affaires de gifles. Le 3 août 1943, Patton visita un hôpital d'évacuation en Sicile. Il y rencontra un soldat souffrant de ce que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme un trouble de stress post-traumatique, mais qu'on appelait alors fatigue de combat ou obusite. Patton, qui n'avait aucune patience pour ce qu'il considérait comme de la lâcheté, frappa physiquement l'homme au visage. Incroyablement, Patton répéta ce comportement quelques jours plus tard dans un autre hôpital. Lorsqu'un soldat expliqua qu'il était là à cause de la fatigue de combat, Patton explosa. Il traita le soldat de lâche et de déshonneur, hurlant qu'il devrait être aligné contre un mur et fusillé. Patton le gifla également. La nouvelle de ces incidents finit par fuiter dans la presse, créant une tempête de controverses. Le général Dwight D. Eisenhower, commandant suprême allié, fut contraint de réprimander Patton et de le faire s'excuser auprès des soldats, du personnel médical et de chaque division de la 7e armée. Pendant un temps, il sembla que la carrière de Patton était finie. Il fut mis sur la touche, ne reçut aucun commandement pour les débarquements du jour J et fut utilisé plutôt comme un leurre pour tromper les Allemands sur le lieu de l'invasion. En août 1944, Patton prit le commandement de la 3e armée et au cours des mois suivants, il prouva sa valeur sur le champ de bataille à maintes reprises. Néanmoins, les controverses continuèrent. En mars 1945, alors que la guerre en Europe était presque gagnée, Patton ordonna ce qui allait devenir connu sous le nom de Task Force Baum, un raid profond derrière les lignes ennemies pour libérer un camp de prisonniers de guerre à Hamelburg. La mission fut un désastre. Sur les 314 hommes qui partirent avec 16 chars Sherman et de nombreux autres véhicules, seuls 35 revinrent. Les autres furent tués ou capturés. Les véhicules et les chars furent tous perdus. Ce qui rendit ce scandale particulièrement dommageable, c'est ce qui émergea par la suite. Le beau-fils de Patton, le colonel John Waters, était prisonnier dans ce camp. Il semblait que Patton avait autorisé une mission mal planifiée et à haut risque pour secourir un membre de sa propre famille sans se soucier du coût en vies humaines et en équipement américain. C'était un abus de pouvoir flagrant. Seul le fait que la 3e armée de Patton performait si brillamment dans la poussée finale en Allemagne empêcha l'incident de mettre fin à sa carrière. Lorsque l'Allemagne capitula le 8 mai 1945, Patton s'attendait à être transféré dans le Pacifique pour commander une armée dans la campagne finale contre le Japon. Il était, après tout, le général le plus célèbre d'Amérique, un chef de combat éprouvé avec un bilan de succès inégalé. Mais le transfert n'eut jamais lieu. Au lieu de cela, après un bref voyage chez lui dans le Massachusetts en juin 1945, où il prononça des discours devant des foules immenses, Patton reçut l'ordre de retourner en Allemagne. Il devait servir comme gouverneur militaire de la Bavière, supervisant l'occupation et la dénazification de la région. C'était un bien mauvais rôle. Patton, un homme d'action, s'ennuyait et était agité dans ce qui était essentiellement un poste administratif. Pire, ses vues sur la façon de gérer l'Allemagne d'après-guerre le mirent en conflit avec la politique officielle américaine et ses supérieurs. Patton considérait le processus de dénazification, l'effort systématique pour retirer les membres du parti nazi des positions d'influence et rééduquer la population allemande, comme mal avisée et sans importance. À ses yeux, la véritable menace pour l'Europe n'était pas l'Allemagne vaincue, mais l'Union soviétique. Alors que les premiers stades de la guerre froide commençaient à se dérouler, Patton devint de plus en plus virulent sur ce qu'il considérait comme la menace soviétique. Il regrettait amèrement de devoir remettre le territoire que sa 3e armée avait libéré au contrôle soviétique, comme cela avait été convenu par les dirigeants alliés. « Nous avons remporté une victoire sur les Allemands et les avons désarmés », déclara Patton. « Mais nous avons échoué dans la libération de l'Europe. Nous avons perdu la guerre.
L'attitude de Patton envers les Allemands vaincus était une autre source constante d'embarras. Il déclara célèbrement qu'être membre de la SS ne signifiait pas plus en Allemagne qu'être démocrate en Amérique. Lorsque cette remarque fut publiée, elle créa une nouvelle tempête médiatique. Comment le gouverneur militaire américain de Bavière pouvait-il assimiler l'appartenance à une organisation responsable d'horribles crimes de guerre à l'appartenance à un parti politique américain traditionnel? Patton s'opposa également au plan proposé par le secrétaire au Trésor américain Henry Morgenthau Jr. pour l'Allemagne d'après-guerre, qui aurait essentiellement transformé l'Allemagne en société agricole en démantelant sa base industrielle. Patton croyait qu'un traitement aussi dur serait contre-productif et pousserait les Allemands vers le communisme et l'influence soviétique. Fin juillet 1945, Patton visita les ruines de Berlin. Ce qu'il y vit l'affecta profondément. « Berlin m'a donné le cafard », écrivit-il. « Nous avons détruit ce qui aurait pu être une bonne race, et nous sommes sur le point de les remplacer par des sauvages mongols, et toute l'Europe sera communiste. » Il convient de noter que les opinions de Patton sur la race et ses commentaires sur divers groupes ethniques seraient considérés comme profondément offensants selon les normes actuelles. Il fit de nombreuses remarques qui confinaient à l'antisémitisme ou le franchissaient, ce qui irrita certaines sections de la presse et du public américain contre lui. À la fin de 1945, Patton était devenu un énorme handicap. La presse s'était retournée contre lui. Le président Harry Truman ne l'estimait pas beaucoup, le comparant défavorablement à des égocentriques comme le général Douglas MacArthur et même au général George Armstrong Custer, mort à la bataille de Little Bighorn en 1876. Eisenhower, bien qu'il appréciât les capacités militaires de Patton, était épuisé par les controverses constantes. En octobre 1945, Eisenhower releva Patton de ses fonctions de gouverneur militaire et lui donna le commandement de la 15e armée, essentiellement une armée fictive chargée d'écrire l'histoire de la guerre. Patton accepta le poste, heureux d'être sorti des affaires de dénazification, mais il continua à critiquer ouvertement la politique américaine envers l'Allemagne et les Soviétiques. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est ce que nous avons appris dans les décennies suivantes. Les agences de renseignement américaines et soviétiques mettaient toutes deux sur écoute le téléphone de Patton. Elles étaient à ce point préoccupées par son comportement et ses opinions franches. La question que les théoriciens du complot poseraient en plus tard était évidente. Était-elle assez préoccupée pour vouloir le réduire au silence de façon permanente? Le 9 décembre 1945 commença comme une journée ordinaire pour le général Patton. Son chef d'état-major, le général de division Hobart Gay, l'avait invité à une chasse aux faisans près de la ville de Mannheim. C'était un dimanche, froid et neigeux, mais Patton était toujours désireux de participer à des activités de plein air. Le groupe de chasse se composait de 2 véhicules. Patton voyageait dans sa voiture de fonction Cadillac Series 75 de 1938, un véhicule imposant digne de son rang. Son chauffeur était le soldat de première classe Horace Woodring, un vétéran de combat de 19 ans qui avait déjà conduit pour Patton. Le général Gay accompagnait Patton sur la banquette arrière. Devant eux, une Jeep conduite par le sergent Joseph Spruce transportait des fusils, de la nourriture et un chien de chasse. Le groupe quitta le quartier général de Patton et se dirigea vers les terrains de chasse. En chemin, Patton ordonna un arrêt aux ruines romaines de Salzbourg. Il s'intéressait vivement à l'histoire militaire et aimait visiter les sites historiques. Après avoir visité les ruines, ils reprirent leur voyage. Initialement, Patton s'assit sur le siège passager avant, voulant réchauffer ses pieds près du chauffage. Mais à un point de contrôle de la police militaire, ils s'arrêtèrent pour transférer le chien de chasse de la Jeep à la Cadillac, car l'animal souffrait du froid. À ce moment-là, Patton se déplaça à sa position habituelle sur la banquette arrière droite, avec le général Gay assis à sa gauche. La Jeep en tête, la Cadillac suivait le long de la route N38 vers la banlieue nord de Mannheim. À un passage à niveau, la Jeep franchit les voies, mais la Cadillac dut attendre un train. Cela sépara les 2 véhicules. Après le passage du train, Woodring redémarra et continua à conduire. Plus loin, à environ 800 mètres, il remarqua 2 camions de l'armée américaine garés sur le bord de la route. Alors qu'il se rapprochait, l'un des camions,
un GMC 6x6 de 2,5 tonnes commença à avancer vers eux. Ce qui se produisit ensuite ne dura que quelques secondes. Alors que le camion était sur le point de croiser la Cadillac, il vira soudainement à gauche directement dans la trajectoire de la voiture. Woodring n'eut pas le temps d'effectuer une manœuvre d'évitement. La Cadillac entra en collision avec le camion à environ 30 km/h. Ce n'était en aucun cas un choc à grande vitesse, mais les conséquences pour Patton furent catastrophiques. Il fut projeté en avant de son siège, heurtant une barre métallique ou une séparation derrière le conducteur. L'impact causa une grave blessure à sa tête et à son cou. Le sang jaillit d'une lacération qui s'étendait de l'arête de son nez au sommet de son crâne. Patton s'effondra sur les genoux du général Gay, conscient mais incapable de bouger. « J'ai mal au cou, dit-il. Je crois que je suis paralysé. » Remarquablement, le général Gay et le chauffeur Woodring étaient pratiquement indemnes. Le conducteur du camion et ses passagers semblaient également en bonne santé. Woodring arrêta immédiatement le premier véhicule qu'il vit, qui, par une coïncidence extraordinaire, se trouvait être une ambulance militaire. Le médecin, le sergent Leroy Ogden, monta dans la Cadillac et réussit à arrêter l'hémorragie de Patton. Patton fut ensuite soigneusement transporté à l'hôpital de campagne numéro 130 à Heidelberg, y arrivant environ 1 heure après l'accident. Pendant ce temps, la police militaire arriva sur les lieux de l'accident pour enquêter. Le conducteur du camion fut identifié comme étant le sergent-chef Robert Thompson. Son comportement parut étrange à Woodring et à d'autres. Thompson semblait indifférent à l'accident, affichant un sourire constant. Woodring soupçonna que Thompson et ses 2 passagers avaient peut-être bu. Plus curieux encore, Thompson se trouvait à 80 km de l'endroit où il était censé être, apparemment pour une sorte de balade non autorisée. 2 officiers de la 808e compagnie de police militaire interrogèrent toutes les personnes impliquées. Malgré les circonstances suspectes, aucune accusation ne fut retenue contre quiconque. L'accident fut classé comme un simple accrochage banal, un incident de circulation mineure. À l'hôpital d'Heidelberg, les médecins déterminèrent rapidement que l'état de Patton était grave. Il était paralysé du cou aux pieds, ses vertèbres cervicales gravement disloquées. La blessure était similaire à ce que nous appellerions aujourd'hui une rupture de la nuque, affectant la moelle épinière d'une manière qui coupait les signaux nerveux vers le reste de son corps. Des spécialistes furent immédiatement envoyés par avion d'Amérique, ainsi que l'épouse de Patton, Béatrice. Le général resta conscient et mentalement alerte, mais emprisonné dans un corps qui ne répondait plus à ses ordres. Pour un homme comme Patton, qui avait vécu toute sa vie en mouvement, défini par l'action et le courage physique, cela a dû être une forme particulière de torture. Pendant environ 1 semaine, les médecins surveillèrent attentivement l'état de Patton. Puis quelque chose de remarquable se produisit. Il commença à s'améliorer. Une certaine motricité des muscles respiratoires revint. Ces médecins devinrent prudemment optimistes. Ils commencèrent à faire des préparatifs pour le rapatrier par avion aux États-Unis pour des soins supplémentaires et des soins de longue durée. On parla même de la possibilité qu'il retrouve un jour un certain degré de mobilité. Mais le 20 décembre, 11 jours après l'accident, l'état de Patton se détériora soudainement. Le lendemain, le 21 décembre 1945, il mourut. La cause officielle du décès fut indiquée comme étant un œdème pulmonaire et une insuffisance cardiaque congestive. Ce sont 2 complications qui peuvent survenir après de graves lésions médulaires en raison de l'incapacité du corps à réguler correctement divers systèmes. La veille de Noël 1945, conformément à ses souhaits, George S. Patton fut enterré parmi les soldats tombés au combat de sa bien-aimée 3e armée au cimetière militaire américain de Ham, au Luxembourg. Il repose toujours là, une pierre tombale parmi des milliers d'autres. Un général qui a choisi de reposer parmi les hommes qu'il a menés au combat. Pendant 3 décennies après la mort de Patton, il n'y eut aucune suggestion d'acte criminel. Sa mort fut acceptée pour ce qu'elle semblait être, un accident tragique survenu à un grand homme. Mais en 1974, quelque chose changea. Un écrivain britannique nommé Frederick Nolan publia un roman intitulé « The Algonquin Project ». C'était un thriller de fiction librement inspiré de la mort de Patton, qui traitait d'un complot visant à assassiner un célèbre général américain.
Le livre fut ensuite adapté en 1978 en un film intitulé « Le coup de Sirocco », qui, de l'avis général, n'était pas particulièrement bon, mais ces deux œuvres de fiction semèrent une graine dans l'imaginaire public. Puis, en 1979, un ancien agent de l'Office of Strategic Services, OSS, nommé Douglas Bazata, fit une déclaration sensationnelle. Bazata, qui traversait alors des difficultés financières, affirma avoir reçu l'ordre du directeur de l'OSS, le général de division William Donovan, d'assassiner Patton en décembre 1945. Selon l'histoire de Bazata, Patton était devenu trop gênant pour le gouvernement américain avec sa rhétorique anti-soviétique et ses critiques de la politique américaine en Allemagne. La décision aurait été prise au plus haut niveau de le réduire au silence de façon permanente, et Bazata aurait été choisi pour exécuter le coup. En surface, Bazata semblait être une source crédible. C'était un véritable héros de guerre qui avait gagné de nombreuses décorations pour ses opérations audacieuses derrière les lignes ennemies pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais lorsqu'on examine attentivement son histoire, elle s'effondre. Bazata prétendait avoir trafiqué la voiture de Patton plus tôt dans la journée, laissant une fenêtre ouverte de 10 cm pour pouvoir avoir un tir dégagé plus tard. Il dit avoir utilisé une arme spéciale qui tirait de petits projectiles conçus pour ressembler à des blessures d'un accident de voiture plutôt qu'à des plaies par balle. Selon Bazata, il aurait tiré sur Patton dans le coup juste avant l'accident simulé. Et lorsque Patton survécut à la fois à la fusillade et à l'accident, il aurait été achevé à l'hôpital avec du poison imitant des causes naturelles. Le problème est que l'histoire de Bazata contredit le calendrier documenté et les déclarations des témoins de ce jour-là. De nombreuses personnes, dont le général Gay et le chauffeur Woodring, étaient avec Patton presque tout le temps. Il n'y a aucun moment où Bazata aurait pu trafiquer la voiture ou tirer sur Patton sans être vu. Les blessures subies par Patton étaient tout à fait compatibles avec le type d'accident de voiture qui s'était produit. Et Bazata ne put même pas fournir de détails de base sur sa prétendue arme d'assassinat, prétendant ne pas se souvenir du pays qui l'avait fabriquée. Néanmoins, la presse adora l'histoire. Elle combinait une figure historique célèbre, les intrigues de la guerre froide et un mystère de meurtre. Les allégations de Bazata furent largement rapportées, souvent sans l'examen critique qu'elle méritait. Une fois que l'histoire de Bazata entra dans la conscience publique, elle prit une vie propre. La théorie du complot fut en outre alimentée par quelques détails suspects entourant la mort de Patton. Premièrement, aucune autopsie ne fut pratiquée sur le corps de Patton. Les théoriciens du complot ont souligné cela comme une preuve de dissimulation. Si Patton avait été empoisonné à l'hôpital, une autopsie l'aurait révélé. Mais la raison pour laquelle aucune autopsie n'a été pratiquée est simple. Il était considéré comme un accident banal, avec une cause de décès claire. Il n'y avait aucune indication d'acte criminel, donc il n'y avait aucune raison de faire une autopsie. Deuxièmement, on a découvert plus tard que certains documents relatifs à l'accident de Patton avaient disparu des archives nationales. Là encore, les théoriciens du complot y ont vu une preuve de dissimulation gouvernementale. L'explication plus banale est que la tenue des dossiers dans les mois chaotiques de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de ses lendemains immédiats était souvent incomplète et que des documents se sont parfois perdus ou ont été mal classés au fil des décennies. Ces détails ont trouvé leur place dans Les derniers jours de Patton, un livre de 1981 du biographe de Patton, Ladislas Farago. Depuis lors, de nombreux livres ont été publiés élaborant sur le prétendu complot visant à assassiner Patton. Certains ont même introduit de nouvelles théories, notamment l'idée que Patton a été tué non pas par des agents américains, mais par le NKVD soviétique, le prédécesseur du KGB. La théorie soviétique soutient que les services de renseignement de Staline considéraient Patton comme une menace potentielle qui pourrait mener les forces américaines dans une guerre contre l'Union soviétique. Ses opinions anti-soviétiques virulentes et sa position de commandant militaire en Allemagne occupée faisaient de lui une cible. Selon cette théorie, des agents du NKVD auraient organisé l'accident ou achevé Patton à l'hôpital. Il est certain que les Soviétiques surveillaient Patton de près. Nous savons qu'il mettait ses téléphones sur écoute et que les services de renseignement de Staline avaient certainement déjà assassiné des gens auparavant,
Mais là encore, il n'y a aucune preuve concrète de leur implication dans la mort de Patton. Prenons du recul et examinons ce que nous savons réellement en séparant les faits documentés des spéculations et de la fiction. Fait, Patton était une figure controversée dont les opinions franches l'avaient rendu impopulaire auprès de nombreux dirigeants américains et alliés à la fin de 1945. Fait, les agences de renseignement américaines et soviétiques surveillaient toutes deux les communications de Patton. Fait, Patton est mort des suites de blessures subies dans un accident de voiture le 9 décembre 1945. Fait, le conducteur du camion, Robert Thompson, se comportait étrangement après l'accident et se trouvait loin de l'endroit où il était censé être. Maintenant, voici ce que nous n'avons pas. Nous n'avons aucune preuve documentaire provenant des archives américaines ou soviétiques indiquant un complot visant à tuer Patton. Nous n'avons aucun témoignage crédible de participants à un tel complot. L'histoire de Basata est truffée d'incohérences et contredit le calendrier documenté. Nous n'avons aucune preuve médico-légale suggérant autre chose qu'une mort accidentelle. Nous n'avons aucun témoin qui ait vu quoi que ce soit de suspect au-delà du comportement étrange de Thompson qui pourrait s'expliquer par le choc, l'ivresse ou simplement le fait d'être une personne étrange. L'argument le plus fort en faveur d'un complot est circonstanciel. Patton était devenu un problème pour le gouvernement américain et sa mort a opportunément résolu ce problème. Mais c'est loin d'être une preuve. Des personnes gênantes meurent dans des accidents tout le temps sans qu'un complot ne soit impliqué. L'argument le plus fort contre un complot est la simple difficulté de ce qui aurait été nécessaire pour organiser un accident assez convaincant pour tromper de multiples témoins, enquêteurs de la police militaire et professionnels de la santé, tout en s'assurant que Patton meure mais que personne d'autre ne soit grièvement blessé. Cela aurait exigé une planification et une exécution extraordinaires. Et ensuite, tous les participants auraient dû garder le silence pendant des décennies malgré de nombreuses enquêtes et demandes. Alors, pourquoi les théories du complot sur la mort de Patton persistent-elles même en l'absence de preuves solides? Plusieurs facteurs psychologiques et culturels sont en jeu. Premièrement, il y a le simple fait que Patton était une figure plus grande que nature. Il avait survécu à 4 ans des combats les plus brutaux de l'histoire humaine, menant depuis le front, toujours en danger. Il avait frôlé la mort à de nombreuses reprises pendant les combats. Pour un tel homme, mourir dans un banal accident de voiture en temps de paix, quelques mois seulement après ses plus grands triomphes, semble anachronique. Cela ne correspond pas à l'arc narratif que nous attendons pour les héros. Lorsque de grandes figures meurent de manière ordinaire, nous cherchons souvent des explications extraordinaires parce que nous ne pouvons pas accepter le banal. Le président John F. Kennedy a été tué par un tireur isolé avec un fusil acheté par correspondance, mais des millions de personnes préfèrent croire à des complots élaborés. La princesse Diana est morte dans un accident de voiture causé par un conducteur ivre et l'absence de ceinture de sécurité, mais les théories du complot persistent. Il est en quelque sorte plus réconfortant de croire que des personnes importantes meurent pour des raisons importantes, tuées par des forces puissantes, plutôt que d'accepter qu'elles puissent être victimes des mêmes accidents aléatoires qui frappent les vies ordinaires. Deuxièmement, la nature controversée de Patton elle-même alimente le complot. Il s'était fait des ennemis. Il était surveillé par les services de renseignement. Il y avait des personnes puissantes qui auraient été soulagées par sa mort. Cela crée un mobile plausible, même s'il n'y a aucune preuve d'action réelle. Troisièmement, les premières fictions, le roman de Nolan et le film Le Coup de Sirocco ont fourni un modèle aux théoriciens du complot. Ils ont montré comment cela aurait pu être fait, même s'il s'agissait explicitement de fiction. Ensuite, l'histoire de Basata, bien que fausse, a donné à la théorie un témoin apparent. Enfin, il y a la tendance humaine naturelle à la pensée conspirationniste, surtout en ce qui concerne les actions gouvernementales. À une époque où nous savons que les gouvernements ont mené des opérations secrètes, de la surveillance et même des assassinats politiques, il ne semble pas invraisemblable qu'ils aient pu éliminer un général gênant. Le fait que certains documents gouvernementaux aient disparu ne fait qu'alimenter ce soupçon. Alors, quel est le verdict? Le général George S. Patton a-t-il été assassiné ou est-il mort dans un accident tragique? Sur la base des preuves disponibles, la conclusion la plus raisonnable est que la mort de Patton était bien un accident, une malheureuse chaîne de circonstances qui a mis fin à la vie de l'un des commandants militaires les plus célèbres d'Amérique.
L'accident s'est produit en plein jour avec de multiples témoins. Les blessures subies par Patton étaient tout à fait compatibles avec le type de collision qui s'est produite. Sa mort, 11 jours plus tard, est due à des complications couramment associées aux graves lésions médulaires. Il n'y a aucune preuve médico-légale d'empoisonnement ou de tout autre acte criminel. Et malgré des décennies d'enquête de la part de journalistes, d'historiens et de théoriciens du complot, aucune preuve crédible d'un complot de meurtre n'a émergé. Aurait-il pu y avoir un complot? Dans l'abstrait, oui. Nous savons que les gouvernements mènent des opérations secrètes. Nous savons que Patton s'était fait de puissants ennemis. Nous savons qu'il était surveillé. Mais aurait pu n'est pas la même chose que a fait. Des affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Et dans ce cas, la preuve n'est tout simplement pas là. L'explication la plus probable est la plus simple. Robert Thompson, le conducteur du camion, était en balade non autorisée, peut-être en état d'ivresse. Il a fait un virage négligent directement sur la trajectoire de la Cadillac de Patton. Ce fut un moment d'inattention ou de mauvais jugement qui a eu des conséquences catastrophiques. Patton, assis sur la banquette arrière, a été projeté en avant contre une séparation métallique, subissant une grave lésion médulaire. Il a lutté pendant près de 2 semaines, mais a finalement succombé à des complications. C'est une fin tragique, presque banale pour un guerrier légendaire. Mais c'est souvent ainsi que la vie fonctionne. L'homme qui a mené des armées à travers l'Europe, qui a survécu à des années de combat, qui a affronté les panzers allemands et traversé des rivières sous le feu, a finalement été tué par un banal accident de voiture. C'est peut-être pour cela que les théories du complot persistent. Nous voulons que la mort de Patton soit aussi dramatique et significative que sa vie. Nous voulons qu'elle signifie quelque chose, qu'elle fasse partie d'un grand dessein. Mais parfois, la tragédie n'est que la tragédie. Parfois, les accidents ne sont que des accidents. Et parfois, même les plus puissants des héros succombent aux causes les plus ordinaires. Le général George S. Patton méritait mieux que de mourir dans un accident de voiture quelques mois seulement après son plus grand triomphe. Mais l'univers ne nous donne pas toujours ce que nous méritons. Et en l'absence de preuves convaincantes du contraire, nous devons accepter que l'un des grands esprits militaires de l'histoire n'a pas été victime d'un complot, mais d'un hasard cruel. Le complot visant à tuer Patton fait une histoire captivante, mais c'est tout ce que c'est. Une histoire. La vérité, autant que nous puissions la déterminer, est à la fois plus simple et plus triste. Le 9 décembre 1945, un conducteur de camion a fait un virage négligent et l'histoire a perdu l'un de ses géants. Merci d'avoir regardé.